Avant de terminer avec le cours en langage C, nous devions aborder ensemble la programmation concurrente. Pour ceux qui suivent notamment le cours de programmation sur la chaîne, vous savez que ça fait partie des nombreux paradigmes de programmation, c'est-à-dire la manière de programmer, la manière de représenter et de concevoir les choses. Et jusqu'à présent, les programmes que nous avons écrits dans ce cours s'exécutaient dans un seul fil d'exécution. Voilà. Donc on avait un traitement qui était séquentiel, en traitant les instructions pas à pas, sans forcément avoir de traitement en parallèle. Pourtant, le langage C va nous permettre cette programmation concurrente, c'est-à-dire de pouvoir exécuter plusieurs tâches en même temps et en parallèle. Pour ceux qui se posaient un peu la question de l'utilité que ça peut avoir, ou des cas d'usage en tout cas dans le monde réel, un petit peu de ces traitements parallèles, je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, dans le jeu vidéo, on va avoir par exemple un fil d'exécution pour le rendu de l'environnement, l'environnement 2D du jeu, l'environnement 3D. On peut en avoir un par exemple pour l'inventaire du joueur, si on est sur un jeu de rôle. Voilà, parce qu'on n'a pas envie que par exemple la gestion ou l'ouverture de l'inventaire du personnage coupe le jeu. On ne veut pas mettre le jeu en pause ou l'interrompre pour cela. Ça peut être aussi un fil d'exécution pour tout ce qui est mise en réseau, fonctionnement réseau, etc., etc. Donc comprenez bien le principe. Et pour ceux qui ne font pas de jeux vidéo parmi vous, je peux prendre l'exemple d'un serveur web, d'accord, où là on va pouvoir par exemple gérer plusieurs clients à la fois. Imaginez une boutique en ligne, si on pouvait gérer qu'un seul internaute pour effectuer des achats et gérer en tout cas des commandes et faire attendre les autres, ça ne serait pas pratique et heureusement les gens peuvent bien sûr utiliser la plateforme en parallèle, commander en parallèle, gérer un panier, passer commande, etc. Et le serveur, donc même le site web, peut gérer parfaitement cela de manière synchronisée, en tout cas en parallèle avec ses différents utilisateurs, ses différents clients. Pour les gens qui sont intéressés sur le détail précis concernant notamment ce qu'on va appeler le thread. Le thread, c'est le terme en fait anglais et le terme technique pour parler de fil d'exécution. Je vous renvoie comme d'habitude aussi bien sur le cours d'architecture, si vous voulez en savoir un peu plus, que c'est fortement lié à cela, l'architecture des ordinateurs, et notamment le cours de programmation, si vous voulez quelques détails sur le sujet. Globalement, tout ce que je vais rappeler en tout cas ici concernant ces fameux fils d'exécution, c'est simplement qu'un thread, ok, permet, ou en tout cas ces derniers permettent d'exécuter des tâches qui vont être séparées, ok. En revanche, ils vont partager la même mémoire, puisque le processus a accès à sa propre mémoire, et peu importe le nombre de fils d'exécution que vous allez avoir, ils vont se partager cette mémoire-là. Vous allez voir bien évidemment que ça a des avantages, ça a aussi forcément certaines contraintes, certaines limites, mais c'est tout le principe justement de se servir de ces derniers. Pour cet épisode, il y a beaucoup de choses à aborder. Donc exceptionnellement, enfin en tout cas c'est quand même plus rare par rapport aux autres épisodes, je vais pas avoir trop de code à écrire, ou en tout cas j'ai écrit beaucoup de code en amont, j'avais pas envie de le faire pendant l'enregistrement de la vidéo parce que ça aurait fait énormément de choses, et comme ça permettra de raccourcir un petit peu la vidéo. Par contre je vais avoir beaucoup de choses forcément à vous expliquer, à commenter, etc. Mais le code est prêt, en tout cas par rapport aux différents exemples que je vais vous montrer dans cette vidéo. Autre point, maintenant vous commencez à être habitué sur la fin de cette playlist, je vous avais dit on arrive sur des notions un peu plus avancées, c'est-à-dire, attention, nouvelle problématique, nous allons certes utiliser des fonctionnalités propres au standard du langage C. Problème, pour certains systèmes ou certaines implémentations, toute la partie implémentation ou la prise en charge en tout cas du système de threads, et on va voir d'autres choses également, notamment on va parler de verrous, on va parler de variables de conditions, etc., ne sont pas forcément prises en charge. C'est-à-dire par exemple sur Windows, pour une grande partie de certains compilateurs, pas tous, il y en a qui le prennent en charge mais pas tous, donc si vous avez suivi par exemple un petit peu mes vidéos, notamment l'utilisation de la ligne de commande ou autre, les threads ne sont pas forcément standards, ne sont pas forcément pris en charge, mais votre code ne sera pas fonctionnel. Vous n'arriverez pas à compiler. Sur GNU Linux, ça fonctionne. Sur macOS, je ne peux pas le vérifier directement, mais logiquement, ça utilise les mêmes systèmes de threads, donc ça devrait fonctionner aussi nativement. Mais pour Windows, vous risquez d'avoir un petit peu plus de problèmes concernant cela. Alors pas de panique évidemment, tout a été prévu, puisque des utilisateurs, vous imaginez bien, c'est pas la première fois que des gens ont besoin de faire du code portable, parce que c'est quand même le but, c'est d'avoir le même code écrit en langage C, et ensuite ce code puisse être fonctionnel partout. Donc il y a un utilisateur, parce que je ne me suis pas amusé moi-même à le faire, ça demandait pas mal de temps aussi, mais il y a quelqu'un qui s'est amusé, en tout cas, enfin qui s'est amusé, qui a pris le temps en tout cas de proposer un outil pour gérer cela. Donc vous avez cet outil qui est là, vous avez le lien en description de toute façon de la vidéo si besoin. Et comme ça, si vous êtes sur Windows, vous pouvez télécharger ce dernier, ça va vous servir. Et ce sera assez simple parce que globalement, au niveau archive, vous allez avoir dans l'archive deux fichiers. Le fichier d'en-tête ici C11, donc ici 11 threads, et vous allez avoir ce fichier-là avec Win32 marqué, qui est un fichier source globalement. Donc je vous dis, si je vous montre les deux rapidement, voilà, vous avez ces deux fichiers-là. Donc vous pouvez comme ça l'utiliser directement dans votre projet, on les compilera avec en tout cas si c'est nécessaire, et c'est encore une fois pour les gens qui sont sur Windows.
Normalement, GNU Linux, macOS, vous devriez pouvoir compiler directement. Et j'ai de toute façon noté quelques petites choses ici. Voilà comment que ça va se passer en termes d'indication. Donc sur Windows, vous récupérez ça, je vous ai mis de toute façon, encore une fois, le lien dans la description. Vous irez inclure cette en-tête, parce qu'ici on sera sur une en-tête en local directement, et pas forcément inclus dans le, comment dire, le compilateur que vous avez installé sur votre système. Et vous pourrez par exemple compiler comme ça. Alors bien sûr, si vous voyez cette vidéo plus tard, vous mettez à jour avec un standard plus récent si disponible, etc. Mais ça vous donne un petit exemple. Je n'ai pas mis la petite option en parenthèse pour les avertissements, parce que certains avertissements sont générés avec cet outil-là. Mais les avertissements ne sont pas des erreurs, donc si vous voulez les masquer, vous pouvez ne pas mettre l'option, sinon vous la mettez, mais ça ne posera pas de problème. Et sur GNU Linux, je vous l'ai dit, pas besoin de ça normalement. Vous incluez directement l'entête du standard, qui est donc d'ici threads avec un s, attention, .h, comme vous incluriez stdio, etc. Et vous compilez, mais en ajoutant l'option pthreads, parce qu'on va utiliser ici, alors sans s, attention, parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle les threads de la norme POSIX, et normalement, eh bien, sur macOS aussi, ils utilisent logiquement cette norme-là, donc ça devrait être comme GNU Linux. Mais je vous dis, j'ai pas de macOS, donc je peux pas tester moi-même et vous confirmer à 100%. Mais normalement, comme pour GNU Linux, ça devrait être fonctionnel directement. Ceci étant dit, maintenant que nous avons vu tout ça, logiquement, tout le monde est au même point. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc moi, je suis sur Windows, donc ça tombe bien, je vous montrerai la compilation sur Windows. Comme ça, voilà. Parce que c'est le cas qui va être le plus problématique ici, parce que c'est pas pris en charge directement. Parce que je vous dis simplement, si on compile un programme sur Windows avec simplement ça, il vous dira simplement qu'il ne trouve pas l'entête, qu'elle n'existe pas. Donc c'est l'erreur que vous rencontrerez. Et si éventuellement vous êtes sur un autre système, vous avez ça, vous devriez normalement pouvoir utiliser ça, parce qu'il me semble que cet outil fonctionne aussi pour les autres systèmes que Windows. Voilà, ça a été prévu. Simplement que pour Linux macOS, ça va en fait être un petit peu une couche d'abstraction qui va en fait utiliser les fonctions système qui sont disponibles. Donc globalement, ça ne fera pas énormément de choses, mais pour Windows, c'est quand même bien pratique. Ok, donc on a tout ce qu'il nous faut. On va regarder un petit peu les exemples de tout ça, voir un petit peu globalement, ce qu'on va voir, c'est ça. D'accord. Donc on a l'entête threads, comme je disais, .h. Donc même si vous êtes sur Windows, ça vous concerne aussi, parce qu'en fait, l'outil qui est ici, qu'on a récupéré, il va faire en sorte d'utiliser les fonctionnalités système de l'IPA de Windows, ok, pour simuler en fait le fonctionnement le plus proche possible des fonctions du standard. Ah, bien sûr, la personne a fait des alias, donc évidemment, si vous tapez ce nom de fonction, peu importe le système, ça fonctionnerait. De toute façon, avec l'exemple que j'ai fait, voilà, ça fonctionnait. C'est aussi, en plus, c'était pas mal que j'écrive les exemples avant. Ça m'a permis de tester cette bibliothèque parce que je la connaissais pas, la bibliothèque ici. Donc, ça m'a permis de voir qu'effectivement, les fonctionnalités que je voulais vous montrer du langage C fonctionnent avec. Donc, il n'y a pas de problème, ça compile bien, ça s'exécute bien et ça a l'air de fonctionner correctement. Donc, pas de souci là-dessus. On y va. On a aussi bien sûr ceci, mais on va le voir plutôt sur la fin de la vidéo. Donc on a notamment ce qu'on appelle ce qui va permettre de faire des opérations atomiques. Donc là, sûrement il y a des gens qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ça, des opérations atomiques, jamais entendu parler. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai rapidement et vous allez voir l'utilité que ça peut avoir. On va passer à quelques exemples de code. Ce que je vous ai dit, les exemples sont préparés en avance parce qu'il y en a beaucoup. Donc j'ai fait 5 exemples globalement. Je ferai des petites modifications, mais c'est vrai que je ne vais pas avoir beaucoup de code à écrire sur cette vidéo et tant mieux. Parce que si je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a énormément de code, vous allez voir. Donc si j'avais dû tout faire pendant l'enregistrement de la vidéo, on aurait une vidéo de 2-3 heures, là, vu la quantité d'informations. Donc j'ai voulu gagner un petit peu de temps par rapport à celle-ci. Ok, donc comme vous voyez, je suis sur Windows, je fais ça. Si vous êtes sur GNU Linux macOS, vous n'utilisez pas ça et vous feriez simplement ceci. Je fais des petits rappels parce que je sais qu'il y a des gens qui vont oublier, qui vont se tromper, qui n'auront pas écouté forcément toute la vidéo. Donc vous faites ça, vous ne mettez pas ça, et ça devrait fonctionner de manière totalement transparente. Logiquement, le code est fait pour fonctionner partout. C'est juste que pour la prise en charge des threads sur Windows, on est un peu obligé de passer par ça, le temps que ce soit en fait implémenté, on va dire, dans les compilateurs qu'on a. Parce que après, vous utilisez peut-être Visual Studio, il me semble que celui de Visual Studio les prend en charge. Mais je vous dis, comme c'est pas partout, pour Windows, je voulais vous fournir un outil qui là fonctionnera à tous les coups. Vous serez sûr qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. On y va. Premier exemple de code que nous avons globalement, ce qu'il y a certaines petites choses qu'il va falloir expliquer ici. Je vais vous montrer comment on va pouvoir créer, parce que c'est quand même le but, créer donc un thread, donc un fil d'exécution, et comment on va pouvoir lui faire exécuter une fonction. Parce que globalement, ça va être ça. On va créer un fil d'exécution et lui dire, hop, toi tu vas réaliser telle tâche. Si j'en mets deux, et bien, ils vont avoir chacun leur tâche. Et l'avantage, encore une fois, à la différence du traitement séquentiel, c'est qu'ils vont pouvoir chacun réaliser leur propre traitement, d'accord, leur propre tâche de manière séparée, mais surtout en parallèle. C'est quand même tout l'intérêt qu'il y a pour que ce soit exécuté. Voilà, chacun fait son travail en fait, et il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. Bien, donc voilà comment ça se présente un petit peu ici. Alors globalement, il y a pas mal de choses que vous connaissez normalement à ce stade du cours, ce qui n'y a pas de surprise, globalement. Mais ce qu'on va voir ici,
On va avoir donc là ici, donc j'ai refait à chaque fois un différent programme pour chaque exemple, tout simplement, un programme complet. Je trouve que c'était plus lisible pour vous, en tout cas au niveau de la vidéo, globalement. Donc je vais avoir un certain nombre de tâches que je veux gérer, donc je passe ça par une petite macro. Donc par exemple, je vais avoir ici la création de 5 fils d'exécution, donc de 5 threads, ok. Donc je fais un simple tableau, voilà, pour créer comme ça mes 5 threads. On a ce type-là, donc pareil, c'est toujours pareil au niveau de la documentation. Vous voyez, c'est ce qui représente en fait directement bien, les threads, les fils d'exécution au niveau du standard, tout bêtement. Donc je fais un tableau de 5. Je leur mets un identifiant parce qu'ils ont besoin de ce genre d'informations là. D'accord, il faut qu'ils aient un identifiant séparé, c'est ça qui permet de les différencier, tout simplement. Et ensuite, je vais passer par une première fonction que nous allons voir, que j'ai marqué aussi ici pour gagner un petit peu de temps, éviter de jongler entre la documentation et le code, qui est celle-ci. Voilà, donc c'est souvent des thrd underscore, voilà, et ensuite elle s'appelle create, et vous avez la fonction complète. Donc comme ça, on a l'ensemble des informations qu'il faut. Donc on lui passe effectivement ce dans quoi le thread va être mis, donc c'est pour ça qu'on a ce type qui est là, vous voyez, ça va être mis là-dedans. Ensuite, on a la fonction qui va être appelée, donc qui va exécuter, et ensuite éventuellement les arguments, et vous avez cette signature-là. Donc la fonction qui va être utilisée comme pour l'opération doit porter généralement cette signature-là. Elle doit s'appeler comme vous voulez, ça évidemment le nom vous choisissez, mais elle va renvoyer un entier, parce que ça va permettre de renvoyer un résultat, un code de retour, donc il faut suivre ça. Et ça prend en paramètre, même si on ne l'a pas encore abordé, son paramètre c'est un void astérisque. Voilà, c'est un pointeur sur void, quelque chose qu'on n'a pas vu, mais comprenez qu'à ce stade, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que ça permet de faire passer un argument par la suite de n'importe quel type. Mais vous inquiétez pas, on verra ça dans le prochain épisode, qui va d'ailleurs conclure cette playlist. Donc je vous expliquerai tout ça en détail un peu plus tard. Et après, bien sûr, le nom de l'argument, vous mettez, le nom du paramètre, vous l'appelez comme vous voulez. C'est comme d'habitude. Révision de fonction, ce qu'on a vu quand même assez vite au début de ce cours-là. Et je vous ai marqué qu'en termes de gestion d'erreur, j'ai essayé de le faire aussi au maximum. Donc là, bon, je prends un peu plus de temps pour vous l'expliquer parce que je voulais pas, comme là j'ai écrit de code en avant, je pouvais me permettre d'écrire beaucoup plus de code que ce que j'aurais fait sur certaines vidéos pour gagner du temps. Donc évidemment, vous allez remarquer que la majorité des choses, en cas de succès, ça renvoie cette valeur-là, et en cas d'erreur, ça peut renvoyer plein de noms d'erreurs différents. Mais le plus simple, c'est juste de dire, bon, si ça n'a pas réussi, a priori, il y a une erreur, donc évidemment, j'ai pas mis un message très clair sur l'erreur, ce qu'il faudrait faire dans un vrai programme. Mais là, vous avez compris, ce sont des exemples pour un cours. Donc, au moins, ça montre qu'on a quand même géré les erreurs dans tous les cas au minimum, même si on n'indique pas précisément quelle erreur. Ok, donc on fait ça, on crée autant de fils d'exécution qu'on a voulu. Donc moi, j'en ai 5, c'est pour ça qu'on passe toujours par notre macro ici. Donc on les crée chacun. Et vous voyez, c'est différent évidemment de thrd underscore success, c'est qu'il y a eu un problème. Dans ce cas-là, on affiche rapidement et on retourne 1 pour être sûr de quitter voilà, proprement. Ensuite ici je prépare un tableau, parce que c'est par rapport à ça, pour le nombre de résultats, donc de choses qui vont être éventuellement renvoyées, d'accord, si on a besoin de quelque chose par rapport à ça, on verra par rapport à ce qu'on a. Et ensuite, pour chacun de mes threads ici, je vais utiliser une autre fonction, donc nouvelle qu'on voit ici, qui est join. Donc on lui passe le fil d'exécution en question, et vous voyez qu'elle peut prendre un argument, c'est pas obligatoire, mais elle peut le prendre, justement quelque chose sur lequel injecter un résultat. Donc là, ce qu'on va récupérer, en fait, c'est ça. Vous voyez, le principe de renvoyer ici un entier, c'est d'avoir quelque chose qui est récupérable éventuellement. Si vous ne le récupérez pas, c'est pas grave, vous ne le récupérez pas, et ici, ensuite, vous passez une valeur dans join ici en deuxième argument, vous mettez un pointeur nul, d'accord, nul pointer, tout simplement. Mais si vous voulez le récupérer, vous pouvez le récupérer. Et là, ça va être le cas, parce que si vous regardez ce que va faire la tâche ici globalement, alors on convertit pour faire en sorte d'avoir l'identifiant qui est passé ici en argument, qu'on a ici, je rappelle. Donc c'est ça, notamment. Ça évite comme ça, moi, de faire de la location dynamique, de passer par un tableau. Sinon, j'aurais dû faire de la location dynamique et j'avais pas envie de le faire. Donc j'ai fait ce tableau assez simple comme ça. Et là, vous voyez, globalement, on va avoir l'identifiant du fil d'exécution qui simule un traitement en cours, même s'il ne fait pas grand-chose à part afficher un message. Et ensuite, il renvoie en fait comme résultat son numéro d'identifiant x 100. Voilà, c'était juste pour faire un petit exemple très simple, bien sûr. Ça n'a pas d'intérêt, on va dire, ou d'utilité, mais c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Globalement, c'est le premier code qu'on est en train de voir. Et ensuite, on a un petit message qui affiche que dans le fil d'exécution principal, puisqu'il y en a forcément un. Quand vous lancez votre programme jusqu'à présent, on avait le fameux fil d'exécution principal qui se lançait. Maintenant, on en a plusieurs, on va pouvoir faire des traitements en parallèle. Et comme ça, on affiche le numéro du thread et ce qu'il a renvoyé. Et vous allez voir ce que ça donne en termes d'exécution maintenant. Donc au niveau de la compilation, on l'a dit, pour Windows en tout cas, je vais compiler mon programme source à moi. Donc je ne vais pas me louper ici, parce que je ne vais pas aller trop vite. Voilà. On va compiler ensuite celui obligatoire pour l'utiliser. J'ai enlevé le nom de point, c'était pas obligatoire, mais je l'enlève quand même pour que ce soit plus lisible pour vous. Voilà. Et programme ici.
pas de pthread, pas de tout ça. Et voilà, on a besoin de compiler les deux directement pour avoir quelque chose de propre, en tout cas à l'usage de ce que l'on veut faire. Je lance la compilation, vous voyez que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Encore une fois, si je n'étais pas passé par cette bibliothèque, ça n'aurait pas marché, il m'aurait dit qu'il ne connaissait pas thread. Et on va exécuter le programme. Et voilà ce que nous avons. Donc, vous voyez, les threads ont fait leur traitement, et au bout d'un moment, ils arrivent avec leur valeur qu'il y a. Et encore une fois, ce sont des traitements parallèles. C'est-à-dire que chaque thread va faire les choses, et join, son principe, c'est que tous les threads vont attendre en fait de terminer leur traitement avant de passer à la suite. Voilà. Donc si vous voulez faire en sorte de lancer des traitements en parallèle et d'attendre en fait que les fils d'exécution s'attendent mutuellement avant de terminer par exemple l'exécution complète du programme, eh bien vous utilisez cette fonction. C'est ça qui va permettre à chacun de se dire, bon ok, chacun fait son traitement, très bien, chacun a son rôle, sa tâche à faire. Par contre, on attend que tout le monde ait fini avant de passer à la suite du programme. D'accord. Il y a forcément une histoire, vous voyez, comme ça, de, entre guillemets, de blocage. C'est-à-dire que ça va bloquer le fil d'exécution principal qu'on avait jusqu'à présent, tant que tous les threads, tous les fils d'exécution n'ont pas terminé leur traitement. Et après, il n'y a pas de problème. Donc là, comme on est sur les traitements parallèles, alors évidemment, bon, on a des ordinateurs aujourd'hui très puissants qui font des calculs très très vite, mais vous remarquerez que d'une exécution à l'autre, eh bien, on n'aura pas forcément la même chose qui va se passer. Vous voyez qu'au niveau de l'ordre ici, ils ne font pas leur traitement en cours, on pourrait avoir certaines choses qui arrivent avant. Donc selon les exécutions, vous voyez ici, hop, on a ici lui qui a terminé son travail avant même que les autres finissent. Donc vous voyez, c'est pas forcément, encore une fois, tout le monde fait son traitement et tout le monde a fini. Ok, ça va dépendre des exécutions, suivant les vitesses de chaque traitement. Là, globalement, ils font la même chose, donc c'est pour ça qu'il y a quand même souvent rarement de chances que il y a un fil d'exécution qui finisse avant, même si ça peut arriver. Bien sûr, si on avait des traitements plus ou moins aléatoires en termes de temps, ou en tout cas qui ne sont pas forcément déterminés à l'avance, eh bien là, vous remarqueriez que certains finiraient avant d'autres. Et c'est aussi le principe. Voilà, le but de ça, c'est de pouvoir télécharger plusieurs choses. Je pense de télécharger, de traiter plusieurs choses en parallèle. J'ai dit télécharger parce que je pensais à un autre exemple d'utilisation. Imaginez, vous devez télécharger un gros fichier sur Internet. Et bien plutôt que de télécharger tout dans un seul fil d'exécution, vous avez tout le fichier à télécharger en un coup et ça va être bloquant, parce que tant que le téléchargement n'est pas fini, ça va être très long. Ce qu'on va faire, c'est on va utiliser 2, 3, 4 fils d'exécution. Chacun va télécharger une petite partie du fichier qu'on a récupéré. Donc ils vont s'attendre forcément, donc il va y avoir un join quelque part pour attendre. Et à la fin, une fois que tout le monde a téléchargé son petit bout de fichier, on va les fusionner et on obtiendra notre fichier final. Ça va permettre déjà d'accélérer le téléchargement et en plus de répartir les tâches, vous voyez, plutôt que d'en avoir qu'un seul qui fait tout, ça va être beaucoup plus long, ça va être bloquant, etc. Donc vous voyez un petit peu comme ça des exemples d'exécution. Donc là forcément, d'une exécution à l'autre, il va se passer différentes choses. Je ne peux pas savoir à l'avance qui va terminer quand, comment et qui avant qui, mais globalement, vous voyez qu'on a des traitements qui changent, en tout cas des ordres d'exécution qui changent selon, et ça montre bien que nous avons comme ça ce traitement parallèle. Donc normalement, vous avez compris le principe. Donc je rappelle, je vais pas mal me répéter cette vidéo parce que j'ai moins de code à écrire, donc je me permets de commenter un peu plus. Ça va permettre de créer un fil d'exécution et de le faire exécuter une fonction. Et ça, globalement, join, ça va permettre de bloquer le fil d'exécution actuel, d'accord, donc celui sur lequel on fait appel au join, donc nous, c'est le fil d'exécution de notre programme principal en fait, ok, jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci, tout simplement. Voilà. Et comme ça, là, comme on le fait ça sur tous les fils d'exécution qu'on a, eh bien, ils vont tous bloquer le fil principal, faire leur tâche, et une fois que c'est fini, effectivement, on arrive au return 0 qui met fin, tout simplement, à l'exécution du programme. Donc vous avez bien compris le principe. Ok, ce qu'on pourrait faire parfois, ça peut être utile, donc je voulais quand même vous le montrer, c'est parfois ce qu'on veut faire, c'est on veut isoler un fil d'exécution des autres, c'est-à-dire qu'il va vivre sa propre vie, et on va pas forcément faire en sorte d'attendre qu'il ait terminé sa tâche. Parfois on veut faire quelque chose de secondaire, donc on va dire, on va lancer un traitement par un fil d'exécution, par contre on va pas l'attendre. Donc c'est à lui de faire les choses rapidement. S'il est fini avant la fin du programme, il finira avant la fin du programme. Par contre, si le fil principal termine l'exécution d'abord, il ne va pas l'attendre, d'accord? Il aura été mis de côté, donc on ne va pas l'attendre, il sera secondaire, et le programme se terminera avant. Donc pour ça, je vous ai fait un deuxième exemple, qui est ici. Donc on a cet exemple-là. Donc je vous montre rapidement, à nouveau, ici on n'en fait qu'un seul. On le crée, donc maintenant vous allez avoir l'habitude, on va très souvent réutiliser les mêmes choses. Ici, comme j'utilise pas le code, vous voyez, je m'en fiche du code du calcul, donc vous voyez que j'ai bien passé un argument un null pointer, parce que je m'en fiche en fait du résultat récupéré. Bon, petite vérification. Et là, la petite nouveauté, c'est ceci. On n'a plus de join, parce qu'on ne veut pas attendre que le fil d'exécution ait terminé son traitement. On le détache en fait du traitement, enfin du fil d'exécution principal. C'est vraiment, tu vis ta vie, maintenant on l'abandonne en fait, c'est vrai, on te laisse à ton sort, tu fais ce que tu as à faire, par contre on va pas t'attendre.
Donc si t'as pas fini à temps, bah tant pis, voilà, ce sera perdu, c'est pas grave, mais voilà. Alors après, il faut que ce soit bien sûr volontaire comme choix, mais sachez que vous pouvez faire ce genre de choses. Et voilà ce qu'il fait bêtement, donc bon, il affiche un simple message, après il termine, mais globalement, voilà ce que ça fait. Vous voyez qu'en termes d'usage, c'est très simple, hein, on lui passe le thread en question, et bien sûr, s'il n'y a pas eu d'erreur, ça va renvoyer ceci, donc c'est facile à vérifier en termes d'erreur, de manière classique. En termes d'exécution, voyons ce que ça donne, vous allez voir que c'est assez simple, on peut changer d'exemple, ici. Pareil, il peut se passer plusieurs choses différentes. Voilà. Là, vous voyez, il a eu le temps. Il a essayé d'exécuter. Je vais refaire plusieurs exécutions. Il est peut-être possible qu'à un moment donné, il n'ait pas eu le temps de. Voilà, bah, vous voyez, hop, là, ici, il n'a pas eu le temps. Je suis revenu directement au prompt. Et vous voyez qu'on n'a même pas eu le message. Tout simplement parce que le fil d'exécution principal de mon programme, il s'est terminé avant qu'il ait eu le temps d'afficher son message. Donc, on a eu un scénario d'exécution où eh bien, le thread n'a pas eu le temps de faire son traitement. Voilà. Comme il était détaché, il n'a pas eu le temps. Si on avait mis un join, on aurait forcément systématiquement le message avant la fin du programme. Obligatoirement, c'est ce que je vous ai montré dans l'exemple numéro 1. Vous voyez, c'est très simple à comprendre, il n'y a vraiment rien de compliqué si vous suivez bien tout ce que je vous dis. C'est parfaitement logique. On a différentes fonctions pour gérer différents cas possibles. Donc vous avez ce petit exemple-là que je voulais vous montrer. Et maintenant, on va pouvoir passer au suivant. Exemple 3. Là, on avait parlé globalement des threads. Alors, on va en utiliser. C'est-à-dire que là, on va en utiliser maintenant jusqu'au bout, mais on va passer un petit peu à autre chose. On va parler d'un autre système, un autre concept qui est très important, qui va permettre notamment de verrouiller quelque chose. Parfois, on a besoin, parce que je vous l'ai dit, les données vont pouvoir être partagées, on a besoin de protéger des données. Prenons un cas très simple. On va vouloir, alors je l'ai ici, je l'ai indiqué, voilà ici. On a un accès à un solde bancaire. Ok, et une personne va faire des achats. Si vous avez qu'un seul thread, comme c'est généralement le cas dans un traitement séquentiel, la personne va faire son achat, on va faire une soustraction de son solde par rapport au prix d'achat d'un produit qu'il vient d'acheter, donc pas de problème. On fait un moins, bon vous savez comment ça marche sur un compte bancaire, je pense que pour beaucoup vous en avez un, donc vous savez pertinemment comment ça marche, on a bien compris le principe. Maintenant imaginons, on a plusieurs achats qui se passent, et ces achats sont répartis entre plusieurs fils d'exécution. Si par exemple, deux fils d'exécution accèdent au même moment au compte bancaire, alors ce sera peut-être une chance pour vous, peut-être que la chance pour vous, ça va être que, en fait, au lieu d'avoir les deux paiements qui vont être soustraits de votre solde bancaire, il n'y en a qu'un seul qui va être soustrait. Donc là, c'est sûr que dans une situation, on se dit, c'est cool. J'ai fait deux achats, mettons deux achats de 500 euros. Il n'y en a qu'un seul qui a été pris en compte, donc j'ai payé 500 euros alors qu'en réalité, j'avais payé 1000. Bon, vous avez gagné, c'est super. Mais dans la vraie vie, on comprend bien que ça serait un gros problème dans plein de cas, dans plein de scénarios différents d'avoir ça, parce qu'on a une donnée qui est partagée, et on n'a pas fait en sorte en fait qu'à un moment donné, un fil d'exécution dise alors attention, je vais toucher à cette information, donc je vais toucher à cette donnée, donc laissez-moi en fait la main dessus, et personne n'a droit d'y toucher ou de lire, ou enfin après lire c'est pas un problème, mais surtout la modification, pendant que moi je modifie. Et une fois que j'ai fini, c'est bon, je redonne la main en fait à qui le veut et quelqu'un d'autre s'en occupe. On peut imaginer ça aussi sur une base de données. Imaginez une base de données, vous voulez par exemple écrire un article de blog, d'accord, ce genre de choses, et vous travaillez avec un groupe. Il y a un groupe de rédacteurs qui travaillent sur un article, ou en tout cas sur un système de blog. Évidemment, on n'a pas envie que deux personnes puissent se mettre à jour le même article au même moment. Ce serait problématique. Vous êtes en train de modifier un article, il y a une autre personne qui est en train de modifier ce même article, et vous vous sauvegardez, pas de bol, l'autre personne sauvegarde aussi, en fait votre changement il n'a pas compté parce qu'il a été écrasé. Vous voyez, vous n'auriez même pas peut-être la même version de l'article, bref, on comprend bien qu'il va y avoir un problème d'accès compétitif ou d'accès concurrent qui va poser problème. Ce qu'on appelle le data race en anglais, qui veut simplement dire, en fait, voilà, on a un petit blocage comme ça. On a plusieurs personnes qui veulent accéder en fait au même contenu, à la même donnée, et ça pose problème. Parce que si elles y ont accès en même temps et qu'elles le modifient en même temps, ça veut dire qu'il y a forcément une modification dans les deux, parmi toutes celles qu'il y a, qui va pas passer, qui va pas se faire comme il faut. Donc, le principe de verrou, ce qu'on appelle les mutex, vous avez ce nom qui est ici, va permettre de faire ça, de dire, moi je verrouille telle donnée, je la protège en fait, pendant qu'un fil d'exécution va travailler avec. D'accord. Il va s'occuper de faire des modifications, de la lire, j'en sais rien, d'y accéder, peu importe. Et une fois qu'il a fini ce qu'il a à faire, on déverrouille, donc on déprotège la donnée, voilà, on retire cette protection, et c'est bon, un autre fil d'exécution pourra à nouveau verrouiller à son tour, travailler dessus, enlever le verrou, et vous voyez, comme ça chacun pourra gérer. Et bien sûr, comme on parle d'informatique, on est sur des programmes, tout ça se fait évidemment très vite, en millisecondes, voire moins. Donc bien sûr, voilà, ce sont des traitements qui sont très vite, et des verrous qui se bloquent, débloquent, etc. très vite aussi. Donc comme vous voyez, on va avoir pas mal de fonctions quand même pour cet exemple ici, d'autres petits types également de verrous qu'on peut mettre en place. Donc on a pas mal de choses qui vont nous servir pour l'exemple que je vais vous montrer ici. Globalement,
si je reprends le code, donc on va aller cette fois-ci ici. Alors déjà, je vous ai fait le code sans verrou. C'est-à-dire que là, un truc assez classique. Donc on a, alors ça c'était pour représenter un petit peu les données qui vont être partagées. On a donc accès au solde bancaire, d'accord, de la personne, et ensuite éventuellement au montant d'un achat qu'il veut faire. Ok, on a bien compris un peu le principe qu'on a ici. Ensuite, ça c'est la fonction, le traitement que va faire un fil d'exécution, c'est-à-dire de réduire bien, le solde bancaire que nous avons. Donc c'est comme tout à l'heure, on récupère bien sûr l'argument dans le bon type. Donc là, le type est un type que j'ai créé. J'ai fait une petite structure pour ça, pour les données partagées. Ensuite, pour simuler quand même une petite attente, parce que ça va me permettre de voir quelques différences à l'exécution, j'ai créé, et petite révision de ce qu'on a vu sur les dates et les temps, un temps précis de 1 seconde. Ok. Et ensuite, on fait en sorte simplement, si le solde est suffisant par rapport à l'achat qu'on veut faire, on simule un temps d'attente de 1 seconde, et ensuite on réduit simplement le solde bancaire du montant de l'achat que l'utilisateur vient de faire, sur la boutique en ligne, par exemple. Ok. Et après, on termine, voilà, classique, sans surprise. Donc ça, c'est un traitement naïf, de se dire, pas de problème, il va y avoir plusieurs personnes, enfin, la personne va faire plusieurs achats, il n'y a aucun souci, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, même si plusieurs fils accèdent à mon compte bancaire, mon solde bancaire au même moment, il n'y aura pas de souci, on se dit que ça va bien se passer, tout va bien. Dans le code principal, j'ai mon solde bancaire au départ, donc 5000. Donc on l'affichera tout bêtement, on va voir ça après. Je crée directement ici un tableau du nombre d'achats que je vais passer, donc c'est pareil, un simple macro, j'en ai 3. J'ai écrit ici, je reviens là, voilà. Et ensuite, un tableau des différentes valeurs d'achat. Donc la personne va faire un achat de 100 euros, de 1245 euros par exemple, de 299 euros. Donc on est d'accord, à la fin sur son solde, on est censé avoir 5000 moins 100, moins 1245, moins 299. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ensuite, je crée un tableau ici, donc selon le nombre d'achats, de ce nombre de choses. D'accord. Et pourquoi ici il y a un pointeur et pas là? Parce que ça va être la même donnée. Elle va être partagée. Évidemment, les 3 achats vont se partager le même solde bancaire, c'est-à-dire cette valeur de 5000 qui va évidemment être mise à jour par la suite. Par contre, ils ont chacun un montant, puisque c'est chaque achat séparé. Donc là, c'est pas un pointeur, ce sont des copies. Donc on a bien compris le principe. Tout ça, c'est de la révision. Je veux dire, là en fait, on n'a pas encore vraiment parlé de thread ou quoi que ce soit. Ça, c'est que des choses que vous êtes censés comprendre, parce que ce sont que des trucs qu'on a déjà vus avant. Donc c'est que de la révision de notions précédentes. Petite boucle, ok. On prépare les données, donc je dis ça, je vais le décommenter par suite pour montrer, globalement. On lui affecte par adresse, bien sûr, le montant le solde bancaire, ce que je lui ai dit. Donc comme ça, on est sûr d'avoir le bon, puisqu'on fait référence via pointeur, via l'adresse à celui-ci. Et ici, on passe la somme classique de cet achat précisément. Comme on en a 3, on va passer à chaque fois les 3 différents classiques. On crée notre petit fil d'exécution, comme on l'a vu dans les exemples d'avant, classique. Donc on lui passe le thread en question, la fonction à appeler, le traitement, donc la fameuse reduce balance, et on lui passe en argument, bien sûr, tout ceci. Donc là, pour que ce soit plus simple, parce qu'il n'y a pas qu'une seule donnée si vous voulez à passer, ici, c'est pour ça que j'ai fait une structure. Souvent, quand vous allez vouloir passer plusieurs choses, puisqu'il faut que la signature soit celle-ci, d'accord, c'est un void étoile arg, il y a un seul paramètre. Quand vous devez ce paramètre-là, qui peut être de n'importe quel type, doit être en fait plusieurs données, vous n'allez pas plusieurs pouvez mettre. Donc en fait, vous créez une structure, vous mettez toutes vos informations dedans, et c'est bon, vous passez la structure ici en argument. Et ça fonctionnera sans problème, c'est pour ça que je voulais vous faire ça dans cet exemple-là. Donc on fait tout ça, on lui passe, on traite les erreurs de manière classique, pas de problème. Et ensuite, comme on l'a vu pour l'exemple numéro 1, on les fait attendre. Oui, il faut qu'on attende bien sûr que tous les achats aient été effectués pleinement et que ça a bien été mis à jour au niveau du solde bancaire de l'acheteur avant de continuer. Logique, sinon pareil, il va y avoir quelques problèmes. Donc on gère tout ça, il n'y a pas de problème. Et à la fin, on est censé, vous êtes d'accord, avoir normalement le bon solde final après achat. Donc la réduction par rapport à la somme de ces 3 achats qui ont été effectués sur un compte bancaire dont le solde était initialement de 5000. Vous avez compris le principe. Donc là, normalement, juste en utilisant des fils d'exécution, des threads, c'est ce qu'on fait, mais sans utiliser de verrou. Donc comme on l'a fait finalement dans l'exemple 1, c'est comme l'exemple 1 finalement, même si je passe par une structure ici au lieu d'une simple valeur, on se dit, normalement, pas de problème, ça va s'exécuter comme tel, il n'y a pas de souci. On y va, on va compiler, exécuter l'exemple 3. Ça marche. De toute façon, le temps que j'avais vérifié vraiment que ça compile avant. Et là, donc, ok, on voit la valeur. Alors, généralement, si vous faites le calcul, c'est bon. Il me semble à 3, 3, 5, 6. Je vérifie. 5000. Oui, je pense que c'est bon. Alors, je ne sais pas si on va la voir. Ça va dépendre. On va voir un petit peu. Parce que ça va dépendre des exécutions. Mais en tout cas, vous testerez de votre côté. Parce que le problème, c'est qu'on a de la mise en cache, etc. Mais là, le problème, on se retrouve forcément sur un comportement qui va être indéterminé. C'est-à-dire que oui, on peut tomber dans un scénario comme moi, parce que les calculs sont tellement rapides qu'on va peut-être pas s'en rendre compte, ou on dit, c'est bon, en fait, il n'y a pas de problème, ça marche.
Mais peut-être vous allez tester le code et vous allez voir que par moment, ah bah en fait, on n'a pas toujours la bonne valeur qui est rentrée. Alors là, le traitement, je pense qu'il est beaucoup trop rapide, en fait. Donc des fois, ça passait, parfois non. Pour ça, j'allais soit modifier un peu le code, parce que selon ce qu'on a, c'est pas toujours pratique. C'est le problème, en fait, c'est maintenant on a tellement de bonnes machines que les traitements sont tellement rapides qu'on se rend pas compte en fait des erreurs potentielles qu'on peut avoir. Donc c'est pas dit que je l'ai. À nouveau, le problème, j'aurais peut-être pas de valeur comme par hasard. Voilà. J'avais testé avant, hein, quand j'ai préparé le code. Ah, ça y est, si, on a un exemple. Très bien, super. Voilà, très bon exemple. Là, il y a un problème. Là, la personne, il y a 100 euros qui sont pas passés. Donc, a priori, c'est cet achat-là. Alors, je vous le dis, c'est sûr, si vous êtes l'acheteur, vous êtes content. C'est-à-dire que votre premier achat de 100 euros, il n'a pas été comptabilisé. Donc, vous dites, bon, c'est passé à la trappe, personne ne s'en rendra compte, c'est génial. Alors, déjà, bon, c'est pas. Si, la banque finira bien par se rendre compte ou le magasin en question, mais il y a un problème. Forcément, sur une boutique en ligne, vous avez fait 3 achats, vous devriez être à 3 356 euros sur vos 5 000. Là, vous vous retrouvez à 3 456. Le premier achat n'a visiblement pas été compté. Problème. Voilà, si vous gérez ça dans une entreprise ou autre, vous allez vous faire taper sur les doigts. Donc, on voit tout de suite le problème que ça engendre. Et vous voyez, en plus, ça peut être trompeur encore une fois. Parce que j'ai eu plein d'exécutions avant où ça avait l'air d'être correct. Ça avait l'air de bien se passer. Et on se rend compte qu'en réalité, comme dirait Ribéry, hein, la roue tourne, la roue tourne à tourner. Bref, donc ce qu'on va mettre en place, ce sont nos fameux verrous. Ok, donc on va mettre ça en place. Première chose, on va préparer le verrou. Donc avec la fonction, donc c'est souvent des fonctions mtx underscore init. On lui indique un type de mutex, donc ça va être comme pour les threads, en fait vous le créez en amont et ensuite vous le passez ici. Et ensuite un type de verrou qu'on va mettre en place. Alors des fois je dirais mutex ou verrou selon, j'essaye de changer un peu les mots. Vous savez que moi je préfère parler en français au maximum, mais j'utilise parfois les termes en anglais parce que si un jour vous voyez ce mot-là, vous saurez que je parle bien de la même chose, hein, et que ce n'est pas un concept complètement différent. Et on va retrouver globalement 3 types qui vont vous servir, sans trop entrer dans les détails non plus, c'est pas forcément nécessaire, mais globalement, pour de la synchronisation simple, vous allez utiliser celui-ci. Ça va être le type que vous allez employer à chaque fois. Par contre, si vous voulez limiter le temps d'attente, ok, par exemple éviter, vous savez, les blocages infinis, hein, d'un traitement, vous utiliserez ce type de verrou. Et si vous avez besoin de faire des appels récursifs, donc d'écrire du code récursif, là, il n'y a pas de choix, voilà, il n'y a pas de question à se poser, vous utilisez ce type-là, parce que lui, il va permettre comme ça d'appeler plusieurs fois. C'est-à-dire qu'un thread, un fil d'exécution, va pouvoir appeler plusieurs fois le mode de verrouillage, le système de verrouillage que vous allez mettre en place. Chose qui ne serait pas possible là-dedans, parce que si vous essayez par exemple de déverrouiller ou même de verrouiller quelque chose qui l'est déjà, donc bref, de tenter un verrouillage multiple sur quelque chose qui l'était déjà, et bien il se produira également un comportement indéfini. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas ce qui peut se passer au niveau de l'exécution du programme et ça poserait pas mal de problèmes. Donc c'est ce que vous allez utiliser le plus souvent ça, mais vous avez comme ça d'autres scénarios possibles où il peut y avoir d'autres cas d'usage bien sûr de ce verrou. On revient sur le code ici qu'on a. Voilà, ici, donc vous voyez, classique, donc c'est toujours un peu la même chose, hein, je vous dis, c'est assez simple au niveau de l'usage, c'est généralement toujours les mêmes termes quand il n'y a pas de problème ou autre, même pour les mutex, pareil pour les verrous, ça renvoie ça en cas de réussite, sinon un autre, il y a plusieurs autres, encore une fois, un valeur, hein, pour des erreurs selon le type d'erreur, mais globalement vous vérifiez ça et vous traitez les erreurs comme il faut. Donc je vais le décommenter, là, on a ce code-là, on a bien sûr lui qui est passé là, d'accord? Donc vous voyez, c'est lui que je passe, hein, encore une fois. Comme on a fait pour les threads, en fait, on déclare avec le bon type et on le passe par adresse simplement. Plain, ce que je vous ai dit, hein, c'est pour une synchronisation simple, donc ça ira très très bien. Classique. On a notre sol, ça change pas, ça change pas. Ici, pour notre structure, on va le décommenter, parce que cette fois-ci, on va avoir besoin de notre verrou. Ce verrou, vous remarquez, comme pour le compte bancaire, le solde est partagé entre tous les fils d'exécution. On ne va pas en créer un pour chaque, hein, on va faire des copies. Donc un pointeur directement. On va le décommenter. Voilà, il est ici. On le passe par adresse aussi, évidemment. Et on termine le traitement, voilà tout ça. Tac, 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 c'est bon. Bien sûr, s'il y a un init à faire, il faut à un moment donné détruire le verrou qui a été mis en place. Voilà, une fois qu'on n'en a plus besoin. Donc vous pouvez le passer en argument, c'est très simple. Donc moi je le passe quand il n'y a pas eu de problème. Enfin, je le détruis une fois qu'il n'y a pas eu de problème. Et en cas de problème, voilà, si ici cette fonction n'a pas été, alors si je quitte, bon directement on peut se dire c'est pas dramatique parce que de toute façon le programme c'est terminé, mais on fait les choses quand même un minimum proprement, donc voilà. Comme on n'a pas beaucoup de répétitions, bon j'ai pas fait de goto, hein, ici, on avait juste une seule instruction, donc je l'ai répété, c'était pas bien grave, surtout pour un exemple de code pour un cours, il n'y a pas de problème. Et voilà, par rapport à cette partie. Maintenant au niveau du calcul, voilà comment que ça va se passer. Vous allez entourer la partie critique de votre programme du verrou. D'accord? Le but, je vous donnerai quelques petits conseils, mais en fait, le but, c'est que, on va dire, la partie critique de votre programme soit la plus courte possible.
vous allez mettre tout ce qui peut être fait en fait hors verrou, vous allez le faire avant et après, évidemment. La seule partie qui va être verrouillée, c'est le calcul qui peut poser problème. C'est vraiment l'instruction, ça peut être qu'une seule instruction ou quelques instructions, 2, 3 peut-être grand maximum, qui peuvent effectivement poser problème si plusieurs threads y accèdent au même moment. D'accord? Même ça, en fait, en réalité, je pourrais le mettre à part. Vous voyez, je pourrais même le mettre ici, en fait, avant même le verrou, parce qu'il n'y a pas besoin, en fait, de verrouiller ce truc-là. Voilà, c'est une donnée telle quelle. Donc je vais le mettre avant, comme ça, ce sera encore plus propre. Je mets en place le verrou avec la fonction lock, tout simplement. Donc ça met un verrou, et ça va protéger un petit peu voilà, ce qu'on veut. Donc la donnée que l'on va vouloir utiliser, elle va être protégée pendant ce temps-là. Donc c'est quand même super pratique. Parce que comprenez qu'un thread va pouvoir, donc un seul thread à la fois, pardon, va pouvoir détenir un verrou, d'accord? Pas plusieurs. Donc ça va être quand même vachement pratique par rapport à ça, avec ce qu'on veut utiliser. Ok, donc je vais ici, on verrouille, et là c'est bon, il n'y a qu'un seul fil d'exécution qui maintenant peut accéder à ce code en même temps. Donc une petite condition, parce que forcément il doit se baser sur le prix qu'on a à ce moment-là, parce que c'est une mise à jour qu'on va faire éventuellement. Bon, on simule ça, donc ok. Et ensuite, effectivement, il met à jour. Et après, c'est terminé. Donc limite, voilà, ça je peux le mettre après aussi, en fait. Ça ne rentre pas dans le verrou. Je peux enlever le verrou. Et là, c'est l'inverse. Hein. Si s'il y a eu lock d'un côté, il y a eu unlock, tout simplement. Le verrou, vous voyez qu'il avait été mis sur l'information, là. Ça se met toujours, en fait, je vous dis, sur une donnée. C'est pour ça, vous voyez, c'est unique. C'est pas on met un verrou sur tout un code. C'est on met un verrou sur une donnée. Là, on l'a mis sur cette information, parce que vous avez vu que c'est ce qui posait problème tout à l'heure à l'exécution. C'est effectivement ce montant, donc ce solde bancaire, qui n'était pas bon. Donc c'est ça qu'on verrouille pour éviter qu'il y ait des accès concurrents, des accès compétitifs, on va dire, entre les différents fils d'exécution. Donc on protège ça. Je reviens, hop, voilà, on protège. Ça, c'est la partie critique, globalement. Hein. Voilà, début de la partie critique. Donc c'est vraiment juste ce bout de code, hein. Pas très long. On essaye de le minimiser, vraiment de le réduire au maximum. Très important. Et ensuite, on déverrouille. Bon là, c'était pour simuler, comme je vous ai dit, hein, le temps que ça prend. Et voilà. Et logiquement, dans ce cas-là, grâce à notre système de verrou, maintenant, il n'y a plus de risque d'avoir l'accès concurrent. Donc là, je pourrais lancer de toute façon mon programme 20 000 fois. Alors par contre, c'est un peu long. Oui, peut-être un peu long. On va cette fois-ci enlever de ça. En plus, on n'en a plus besoin de toute façon, parce que je sais qu'il n'y aura plus de problème avec le verrou qu'on a mis en place. Voilà. On va laisser tel quel. On refait. Voilà. Par contre, c'est ça que c'est un petit peu long. Je peux même enlever en fait. Hein. On va enlever tout ça. Hop. Et là, par contre, on est obligé de le mettre. Je vérifie. Bon, c'est bon. Qu'on n'a plus besoin. Voilà. Et là, normalement, on sait qu'il n'y en a qu'un seul qui a accès, donc il ne peut pas y avoir de risque que plusieurs aient eu accès à la même donnée. Donc là, il n'y aura pas de problème. Hein. Je peux faire une simulation de 10 000 exécutions, il n'y aura pas de souci. On pourrait le vérifier, etc. par des programmes. Parce que vous verrez qu'il y a vous pouvez utiliser certains outils. Hein. Il y a des analyseurs hein, qui peuvent, par exemple, vérifier les fameux accès dits data race. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, les accès concurrents, les accès compétitifs. Vous avez beaucoup d'outils, si vous voulez, hein, sur certains environnements de développement ou autres, qui peuvent détecter ce genre de choses. Donc, vous pouvez vérifier éventuellement avec ces outils et vous verrez que là, c'est bon. Avec notre système de verrou, nous n'avons plus ce problème. On a protégé cette donnée. Tout va bien, c'est bon. Alors, c'est moins intéressant que je vous disais pour l'acheteur qui, malheureusement, oui, va effectivement devoir, va perdre sur son solde bancaire ce qu'il a effectivement dépensé. Voilà, c'est le monde réel. Mais pour celui qui a développé le système, il ne sera pas tapé sur les doigts au moins et c'est super, tout va bien. Voilà, comme ça vous avez un très bon exemple un petit peu d'usage ici. Alors j'avais noté ça en fait, c'est simplement quand vous utilisez ceci, c'est le verrou notamment avec un temps limite. Évidemment, il faut bien connaître cette information. Donc là, c'est de dire, je mets en place un verrou et par exemple, je le mets en place pendant 5 secondes. Donc si le traitement de la partie critique prend plus de 5 secondes, et tant pis, à la fin, il est arrêté, et tant pis. On enlève le verrou et puis c'est tout. Donc vous voyez, dans certains cas, c'est parfois utile. On a besoin de se dire, on met un délai, un certain délai. On le fait beaucoup en réseau, par exemple. Imaginez un jeu en ligne ou ce genre de choses. Quand on va mettre en place des attentes avec des systèmes de verrous, on n'a pas envie de mettre des verrous qui vont bloquer pendant 30 secondes, 1 minute, 10 minutes. C'est pas possible. Donc généralement, on met des délais de traitement. Et si le traitement a pris trop de temps, on considère que c'est un problème. Il n'était pas censé prendre autant de temps. Et dans ce cas-là, on enlève le verrou, tant pis. Voilà, on perdra peut-être quelque chose, mais c'est assumé, on fait comme ça. Donc vous avez comme ça ce genre de cas. Et après, tout le reste, on l'a déjà vu, je vous l'ai présenté, donc c'est bon, j'ai rien oublié dans mes explications. Tout va bien pour cet exemple. Donc vous voyez comment ça marche. Ok, grâce au système de verrou,
on peut faire en sorte de protéger ça et d'éviter le fameux accès concurrent qui quand même poserait problème par rapport, en tout cas surtout sur ce genre de code. Le code est très simple, mais imaginez voilà, sur un programme vraiment bien sérieux avec des données sensibles, etc., vraiment critiques, sans verrou, ça poserait vraiment beaucoup de problèmes à l'exécution. On continue la suite, on va enlever cet exemple, normalement on a terminé j'espère. On va passer aux deux derniers exemples, pas des moindres par rapport à ce qu'on a. Autre concept, on a abordé les threads, les fils d'exécution, on a vu qu'on pouvait utiliser des verrous, les fameux mutex, et là on va utiliser un système, alors là c'est peut-être pas beaucoup moins parlant en tout cas je pense pour beaucoup d'entre vous, ce qu'on appelle des variables de condition. Donc ça va être principalement ces choses-là, voilà, variables de condition, ici, qui vont être très pratiques. Le côté pratique, ça va être de se dire, de mettre en place des systèmes de verrous, c'est ce qu'on va faire, ok. On va vouloir par exemple avec un verrou protéger une donnée, ok. Et une variable de condition, elle va permettre d'attendre qu'une condition soit remplie, donc une condition soit vraie. Donc c'est très intéressant dans certains cas, comme on va le voir. Donc globalement, bon là pour changer un petit peu de ce que j'ai fait dans les autres exemples, je vous dis rapidement un peu le fonctionnement de chaque fonction, moi je vais vous le montrer après dans le code. Ici on a quelque chose qui va permettre de créer une variable de condition, ok, donc vous voyez toujours les mêmes cas, hein, quand il y a une erreur à gérer, c'est toujours la même chose que ça renvoie quand ça se passe bien. Ici, bon, c'est pour la destruction, donc il n'y a pas de retour, il n'y a pas de code d'erreur ou quoi renvoyer, pas de problème. Ici, on va avoir une fonction wait qui va déverrouiller le mutex, oui, comment dire, le verrou, et qui va forcément bloquer l'exécution sur notre variable de condition. Et jusqu'à ce que notre fil d'exécution reçoive, si vous voulez, une instruction qui va le débloquer. Donc jusqu'à ce que la condition soit finalement remplie, soit satisfaite, pour pouvoir débloquer tout ça. Voilà, vous avez compris un peu le principe. Et c'est ça qui va permettre de débloquer tout simplement ça ou ça. Donc là, ça va débloquer tout simplement un seul thread, un seul fil d'exécution, tandis que broadcast, que j'ai pas écrit dans le code normalement, mais je voulais quand même noter ici ce que vous pourriez l'utiliser ou le rencontrer, ça va en fait te débloquer tous les fils d'exécution. Donc un seul et tous. Et après, classique, comme pour les verrous, on a de quoi les initialiser, donc il faut avoir de quoi ensuite détruire ces ressources-là quand on n'en a plus besoin. Au niveau de l'exemple, qu'est-ce que ça donne? Là, on a un exemple un peu plus développé, mais c'est un exemple qui est tellement récurrent en programmation que je trouve intéressant de vous écrire ça. On va mettre en place un système de producteur-consommateur. C'est-à-dire, on a un stock de données. Donc là, évidemment, c'est des données fictives, ça n'a pas de cas réel. Donc j'ai représenté dans une structure ce qui a beaucoup d'informations. Imaginez donc une certaine quantité, une certaine notamment capacité, le fameux stock. Ok. Et on va avoir un producteur qui va produire une certaine quantité sur ce stock. Donc imaginez des produits, imaginez n'importe quoi, je sais pas, bon, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Vous devez par exemple mettre des repas en place. Vous savez, pour une association, vous devez mettre un certain nombre de repas en place. Vous avez des cuisiniers en fait qui vont préparer des plats, ok, pour des gens par exemple des sans-abri ou autres. Donc on va avoir des producteurs. Ils vont produire des plats, ils vont produire comme ça des repas pour les personnes qui en ont besoin. Et les consommateurs, les personnes qui doivent manger, elles vont consommer ces repas. On est d'accord que on comprend tout de suite deux problèmes qu'il peut y avoir. Déjà, on a un certain stock à avoir, donc qui est plein. Donc c'est-à-dire que ça sert à rien de produire des dizaines de repas s'il en reste déjà plein disponibles. Sinon, on va produire des repas en plus et on va faire du gâchis. Et inversement, si on n'en fait pas assez, si on a des gens qui veulent manger mais qu'il n'y a pas de repas de prêt, on se retrouve, vous voyez, avec une pénurie. On a une famine où, en fait, on a des consommateurs, mais il n'y a plus de production au niveau des données qu'on veut produire. Donc, forcément, on a plusieurs cas comme ça à gérer, où on va faire en sorte de pouvoir produire quand c'est nécessaire, et bien sûr de consommer quand on peut consommer. Parce que ce serait bizarre en fait qu'on essaye de manger quand il n'y a pas de plat. On imagine bien que ça va poser problème dans un programme, en tout cas si on fait une analogie un petit peu avec tout ça. Donc c'est le principe du producteur-consommateur, voilà tout simplement. Donc globalement, comment ça se présente? Au niveau du code qu'on a ici, j'ai créé une structure, donc globalement, au niveau de données partagées, qui va être ça. On retrouve à nouveau ici notre verrou, d'accord, tel quel. Et ici qui n'est pas un pointeur, on a une copie pour montrer des choses différentes. On a notre variable conditionnelle qui indiquera simplement tant que ce n'est pas plein, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas atteint la pleine capacité de stock, d'accord, de stockage que nous avons. L'inverse, ce n'est pas vide, c'est-à-dire tant qu'en fait on ne se retrouve pas au point où il n'y a plus en fait de choses qui ont été produites, qu'on se retrouve avec un stock de 0. Et ensuite, petite macro pour indiquer la capacité qu'on a, donc 4 par 4, c'est-à-dire on va manipuler de 4 par 4 les données avant de devoir produire quelque chose, en gros, et le nombre d'opérations effectuées, donc là vous verrez, le nombre de 10, donc ça peut être par exemple le nombre de personnes qui peuvent manger, ce genre de choses, donc on peut changer certains paramètres comme ça. Donc c'est tout, comme j'avais plein de données à passer ici, pour la production ou la consommation, comme je vous l'ai dit, quand il y a plein de données en fait à passer ici en argument, parce qu'on ne peut en mettre qu'un seul au niveau de la signature pour les fils d'exécution,
vous créez votre structure et vos données dedans, et ça pose aucun problème. Au niveau du code, donc j'ai ça à nouveau, ok. Je dois initialiser évidemment le verrou, je dois initialiser les variables de condition, donc j'en ai deux, voilà, note full, note empty, donc vous voyez qu'à nouveau, ce sont des types particuliers, voilà, tout ça. Toujours pareil, hein, c'est-à-dire que je vais revenir ici vite rapidement sur la doc. Pour toutes les fonctions liées au thread, on a ce type-là. Toutes les fonctions liées au verrou, on a le type pour le verrou, donc l'identifiant. Et pour les fonctions, donc les variables de condition, on a ceci. Donc c'est assez simple, hein, vous voyez, on s'y retrouve toujours, c'est logique en fait la manière dont c'est conçu, donc on comprend bien le fonctionnement, il n'y a pas de problème. On revient sur le code ici, donc on fait tout ça, et ensuite voilà. Donc là en fait j'ai initialisé ma structure, d'accord. Je déclare ma variable de cette structure, j'initialise chacun des champs, ok, pour avoir tout de près, et comme ça c'est fait, voilà. Ensuite on prépare. On crée un premier fil, donc là vous voyez que j'ai pas fait de tableau, parce que j'en veux que deux précisément, et en plus comme ça permet d'avoir un nom précis, c'est mieux en termes de code, où j'ai un producteur, voilà. Donc je vais créer un fil d'exécution pour un producteur qui va produire, logique. Et je lui passe bien sûr tout ça. Voilà, il aura ses propres informations à lui, son verrou, etc. par rapport à ça. Voilà, classique. Ici, bon, en cas d'erreur, exceptionnellement, pour changer un peu, j'ai fait un goto, puisqu'on a beaucoup de choses à faire, pour faire en sorte que même en cas d'erreur, je ne l'oublie pas, attention, avant de terminer le programme, je n'oublie pas de détruire les variables de condition et détruire le verrou, dans tous les cas, pour être sûr que c'est fait à chaque fois, et pas se retrouver avec des données qui n'ont pas été libérées. On fait pareil pour le consommateur. Consommateur, un fil d'exécution, donc vous voyez, là il va y avoir que deux threads, en plus bien sûr du fil d'exécution principal, qui est toujours là dans tous les cas lui, et pareil, lui, on le crée, on lui dit, toi, ton rôle, ça va être consommer, tout simplement. Il a sa propre structure aussi qu'on lui passe, ok, voilà, sa propre copie, attention, hein, ils ont forcément leur propre copie, même si on passe la même variable, bien sûr, et voilà. Et ensuite, rappelez-vous, il faut que tout le monde soit synchronisé. Là, on n'est plus sur une histoire de tu vis ta vie, je te détache, etc. Non, il y a forcément une histoire d'attente. Donc s'il y a une histoire d'attente et donc de synchronisation, parce qu'il faut que les producteurs et les consommateurs soient synchronisés entre eux, ce que je vous ai expliqué, le consommateur mange parce qu'il y a de la production, le producteur produit parce qu'il y a des consommateurs qui ont faim. Vous voyez, on est exactement sur ce genre de système-là. Donc il y a forcément une histoire de synchronisation, donc on utilise à nouveau la fonction join qu'on a vue en précisant ça. La valeur que ça retourne, on n'a pas besoin, donc j'ai passé un null pointer parce que ça ne nous sert à rien ici. On a bien compris le principe. Donc vous voyez, il ne se passe rien d'autre de plus. Donc là, vraiment, c'est du code qu'on a déjà vu, à part ça qui a changé, effectivement. Mais tout ça, c'est ce qu'on a vu dans l'exemple 1. Donc il n'y a aucune nouveauté par rapport au début de cet épisode. Maintenant, c'est là qu'évidemment, il va se passer un peu plus de choses. On est sur un exemple un peu plus complet. Et je pense que vous voyez, quand vous voyez le temps de vidéo et tout le code qu'il y avait, vous comprenez pourquoi j'ai écrit le code en avance et que je voulais pas tout écrire pendant l'enregistrement de la vidéo, vu le temps que ça aurait pris. Je préfère comme ça prendre du temps pour les explications, parce que c'est surtout ça le plus important, c'est de comprendre le fonctionnement que d'écrire du code tout bêtement. Bien, voyons le producteur. Producteur, bon, comme d'habitude, on prépare la donnée pour qu'elle soit dans le bon format, etc. Pas de souci, on a compris le principe. En fonction du nombre d'opérations, bien sûr, on verrouille. Classique, donc vous voyez, on réutilise tout ce qu'on a vu précédemment. On crée un verrou parce qu'il y a une opération qui est critique. Voilà. Et tant que on a en fait une quantité qui est égale à la capacité, okay, par rapport à ce qu'on a ici, on bloque, mais en tout cas on met en place, enfin si on bloque de certaine manière, par rapport à la condition qu'on a ici en place, c'est-à-dire ce n'est pas plein. D'accord. On n'a pas quelque chose en fait de plein. Donc, pas de problème, on fait ça là-dessus. Et on augmente la quantité. Ok. Donc on rajoute, en fait, on produit on va dire une portion, voilà, un repas, hein, si je prends mon exemple de tout à l'heure, pas de problème, et on augmente bien sûr la quantité qu'on a par rapport au stock. On a rajouté un plat au stock complet qu'on a. Et on l'indique par un petit message pour que ce soit quand même plus visuel, voilà, producteur a produit, ça c'est le numéro, c'est un identifiant pour indiquer, voilà, tel truc, et le stock actuel que nous avons, c'est ça. Bon, classique, ok. Et ensuite, on envoie un signal, bien évidemment par rapport à ça, pour dire c'est bon, on a quelque chose. Bah oui, parce que même si on était à zéro, comme on sait qu'on vient de produire un élément, on n'est donc plus à quelque chose de vide dans tous les cas, donc on avertit que c'est bon, ce n'est pas vide, voilà, c'est bon, on a du stock, il y a à manger, voilà, il y a quelque chose à manger, donc c'est bon, on a ce qu'il faut, et on a terminé le traitement critique, donc on enlève le verrou. Donc là, vous voyez, il y a un peu plus de code, mais forcément, bon, pour un programme, ça se fait très très vite, mais on a vraiment gardé que la partie critique. Parce que pareil, vous imaginez que si ça, il n'y a pas de verrou, je pense que j'ai même pas de toute façon montré l'exemple sans verrou, mais vous comprenez le problème qu'il y aurait. Voilà, on aurait vraiment des choses complètement désynchronisées, enfin ce serait du n'importe quoi. On comprend bien là que si c'est pas, comme on dit, thread safe, si c'est pas synchronisé entre les différents fils d'exécution, en termes d'exécution, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc vraiment, ce serait absolument pas imaginable.
Pour le consommateur, ça va être globalement un peu l'inverse de ce code. C'est limite, j'aurais pu, voilà, j'ai fait un copier-coller de ce code et on a changé les choses un petit peu à l'envers. Donc, on a les mêmes informations par rapport au nombre d'opérations. On met notre verrou classique. Ici, c'est important de le faire. Ne faites jamais de condition avec un if. Donc, on fait vraiment une boucle. Voilà. Quantité là. Donc, quantité à 0 cette fois-ci, pas quantité au maximum de la capacité, d'accord? On met en place, on bloque. C'est-à-dire que là, vraiment, on se dit, ah, il y a un problème, on a une quantité ici à 0, donc on bloque. Note empty, on va manger. Donc ici, valeur qu'on a ici. Donc là, bon, je l'ai récupéré, ce que je voulais le montrer ici dans le print, hein, voilà, simplement, mais j'aurais pu ne pas le faire. Et on réduit la quantité de 1, forcément. Donc on va consommer un élément. On indique qu'on l'a consommé, on indique comme d'habitude le stock actuel, une fois que ça a été consommé. Et c'est bon, on envoie un signal. Donc là, à l'autre, forcément, le fait parce qu'on n'en a qu'un autre pour dire c'est bon, voilà, ce n'est plus plein. C'est-à-dire que ce n'est plus plein parce que si admettons on était au maximum de la capacité, bah, s'il y a un élément qui a été consommé, on se retrouve donc au maximum de la capacité moins 1. Donc ça veut dire qu'on n'est plus rempli, le stock n'est plus rempli. Il y a déjà un article qui a été mangé, il y a déjà quelque chose qui a été pris, consommé. Donc on avertit que c'est le cas et on enlève le verrou. Et vous voyez, ça, comme c'est inversé, ça crée vraiment cette synchronicité. Les deux vont pouvoir s'accorder ensemble, de se dire ok, moi je produis en fonction de ce qu'il y a, jusqu'à une certaine limite, et les autres consomment quand ils peuvent consommer en tout cas. Et chacun en fait se met à jour. Vous voyez, un système comme ça, on avertit en fait chacun, on signale chacun à l'autre que ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Et comme ça, ils vont attendre. Voilà. On ne pourra pas produire si on n'a plus le stock nécessaire pour le faire, et on ne pourra pas consommer s'il n'y a juste pas de plat à consommer. Si je reprends mon exemple à nouveau. Donc tout ça va se synchroniser ensemble. Donc c'était peut-être pas forcément le plus clair au niveau explication, parce que c'est pas non plus très très simple à expliquer, mais on va compiler ça et vous allez voir de toute façon à l'usage. Là ça va être assez clair. Voilà, si ça veut bien, oui. Voilà. Et voilà ce qui se passe. Donc on avait un stock, donc là ça a produit 4 éléments, et là c'est bon, puisque je vous dis, on avait ce genre de choses. Capacité de 4, donc une fois qu'on a ça, la capacité est bonne, on peut commencer à consommer, donc 3, 2, 1, 0, ça reproduit, ça reconsommé. Là ça a produit, mais comme il y avait déjà assez, vous voyez, il y a quelqu'un qui a déjà commencé, en fait, des gens ont commencé à manger ce qu'il y avait. Ils n'ont pas attendu que le stock soit plein pour le faire. Et c'est pareil, comme c'est indépendant, on est sur des fils d'exécution différents, bien sûr, d'une exécution à l'autre, il va se passer des choses différentes. Vous voyez, soit on a les 4 qui sont faits d'un coup, soit moins. Donc c'est complètement dépendant en fait en fonction. Là, bon, j'ai de la chance qu'après, il y a pareil, peut-être des mises en cache ou quoi, ou même selon comment le code est présenté, qui font que ça produit le même résultat. Mais comprenez que j'avais un autre exemple tout à l'heure, il s'était pas passé la même chose, hein. Maintenant, ouais, j'en ai fait tellement que je ne sais plus où. Mais évidemment, ça peut changer. Donc on peut avoir comme ça des traitements différents, voilà, suivant ce qui se passe. Donc pareil, suivant le nombre d'opérations qu'on met, si par exemple je mets que 3, donc là on a une capacité un peu plus petite, on va peut-être voir autre chose, voilà, ici, et donc ça va changer comme ça certaines choses par rapport à ce qu'on a. Voilà, on produit, on consomme en fonction, et tout le monde s'accorde. Donc on sait qu'avec les systèmes qu'on a mis en place de verrou et les conditions, on ne peut pas consommer quand il n'y a rien à consommer, et on ne peut pas produire quand on a atteint le maximum de capacité de production, tout simplement. Et donc tout ça fonctionne ensemble grâce à tout ce que je vous ai montré dans cet exemple, avec à la fois le système de verrou pour les fils d'exécution, et tout le système de variables de conditions pour bloquer quand il faut ensuite et avertir ensuite que voilà, on déverrouille en fait, on débloque le fil d'exécution quand c'est bon, quand la condition est bien satisfaite, qu'il n'y a pas de problème. Donc il faut vraiment gérer tout ça, voilà, de vraiment faire en sorte que ce soit bon, tout simplement. Ok, donc comme ça, on a tout ça qui est indiqué, il n'y a pas de problème. Vous avez ce petit exemple, un peu plus poussé, mais au moins ça vous donne un peu un autre exemple précis d'usage qu'on peut avoir par rapport à ça. On termine, dernier exemple de code, avec celui-ci. On va parler justement des opérations atomiques. Donc là, ça se passe depuis cette en-tête, je le disais tout à l'heure, c'est notre en-tête. On a beaucoup de choses que vous avez vu le verrou, bon ça fonctionne bien. C'est-à-dire que à ce stade, vous pourriez faire globalement un peu de tout. Vous dire, voilà, j'ai un traitement comme ça où je dois éviter des accès concurrents, je mets en place un verrou, ça marche. Mais vous avez remarqué que parfois, surtout l'exemple de tout à l'heure, là quand on n'avait qu'une seule donnée à changer, bloquer avec un verrou complet, avec la modification juste pour, par exemple, faire une soustraction sur un solde bancaire, c'est peut-être beaucoup de choses mises en place pour juste cette petite opération qui est très simple finalement. On fait simplement une soustraction. Donc pour cela, quand on a des calculs qui sont relativement simples, qui peuvent se faire très rapidement, on va utiliser ce qu'on appelle des opérations atomiques, parce qu'on n'a pas de calcul très long. Alors autant pour l'exemple avec les producteurs consommateurs, les verrous sont parfaitement pertinents, autant pour l'exemple quand on n'avait qu'un petit calcul à faire, il est plus logique de se dire, plutôt que de mettre en place un verrou qui est quand même coûteux, tout de même, c'est pas rien, je veux dire, de mettre en place des verrous pour des fils d'exécution, ça coûte,
traitement, etc. Eh bien, utilisons des opérations atomiques qui vont être beaucoup plus efficaces pour cela. Et on a beaucoup de choses pour le faire. Globalement, en termes de fonctions, on a ces dernières donc, qui vont faire bien sûr plein de choses différentes. Donc là où le verrou va être beaucoup trop lourd pour gérer ça, nos variables atomiques vont permettre de créer des opérations qui vont être indivisibles et elles vont être faites directement. Donc on va forcément gagner pas mal de temps par rapport à tout ça. Et il existe beaucoup de types, vraiment beaucoup de types. Donc là, globalement, ça permet de spécifier, donc store, de mettre par exemple une valeur dans une variable. Ok. Quand on va vouloir récupérer une valeur, vous allez voir que je vais m'en servir cette fois-ci dans le code, on va utiliser plutôt cette fonction-là. Et après, on a des opérations, les fameuses opérations atomiques, je vous dis, qui sont très simples. Donc quand on veut faire par exemple un changement, quand on veut faire une simple addition, vous voyez, il y a une fonction pour ça, une simple soustraction, on a une fonction pour ça. Et on a bien sûr plein de types différents, donc des types atomiques pour gérer ça, donc en fonction du langage. Donc un type atomique pour les booléens, un pour les entiers, un pour les longs, un pour un caractère mais sur 8, un pour le type size qu'on a pas mal manipulé notamment. Et je ne vous ai pas tous notés parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Voilà, les types, ils sont là, globalement. Donc vous voyez, il faut passer par une doc. Hein. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur, je vous l'ai déjà dit plein de fois, parce qu'il y en a beaucoup. Donc logiquement, tous les types qui sont disponibles sur le langage C, vous avez un type atomique correspondant que vous pouvez utiliser, même les types non signés, on en a, donc vous avez de quoi faire en fonction. Donc dès qu'on a besoin de faire des calculs très simples, soustraction, addition, oui c'est ça, soustraction, addition, ou même ces calculs-là, hein, un OR, un XOR, donc un ou exclusif ou un AND, simplement, eh bien vous avez aussi des exemples possibles. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose en fait, parce que oui, les opérations atomiques, ça doit être des opérations qui sont très simples. On ne fait pas 15 000 choses, c'est parfois, vous voyez, une simple addition, simple soustraction, donc c'est ça dont on parle. Donc généralement, si vous voyez que vous avez juste ce genre de choses à faire, vous devez avoir le réflexe de vous dire, pas de verrou, mais je veux plutôt utiliser des opérations ou des variables atomiques pour le faire. Ce sera bien plus efficace, et c'est justement pour ça que je vous ai fait cet exemple-là. Voyons à quoi ça ressemble. Le principe, ça va être très simple. On va créer un compteur. Voilà. Alors c'est un compteur de rien, là, parce que ça n'a rien de particulier, mais juste un compteur. On va faire un certain nombre d'itérations, donc c'est-à-dire un nombre de fois où on va augmenter ce compteur. Et comme c'est une opération qui est très simple, c'est-à-dire une incrémentation, et oui, mettre un verrou en place pour ça, ça aurait été très coûteux pour pas grand-chose, donc on va plutôt passer par des opérations atomiques. Comment ça se présente? On va avoir ici alors là, déjà l'exemple 100. Voilà, c'est vrai que je vous ai fait l'exemple 100, les opérations atomiques. Vous allez voir bien sûr le principe. N'oubliez pas, on n'a pas de verrou non plus. Donc on va avoir à nouveau le même problème de, s'il n'y a pas de verrou, on va donc avoir plusieurs fils d'exécution qui vont essayer d'incrémenter un compteur. Je pense maintenant à ce stade de la vidéo, vous vous dites, vous comprenez que aïe, ça va poser de problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le compteur il va pas s'incrémenter comme il devrait, et on va pas obtenir la valeur qu'on voulait. Un peu embêtant. Nous, on essaye d'effectuer ça. On a 1 million d'itérations à faire, et on a 5 fils d'exécution. Donc on a normalement 5 millions d'itérations qui devraient être faites. Donc notre compteur devrait être mis à jour, en tout cas en conséquence. Donc là, j'ai mon compteur à 0, on a bien compris. J'ai mis de quoi représenter une tâche qui vont servir pour les différents fils d'exécution. Donc vous voyez qu'ils vont se partager le même compteur. Parce que s'ils ne mettent pas à jour le même compteur, ça va poser problème. Et ensuite, ils ont chacun un nombre d'itérations à faire qu'on passera directement. Donc c'est comme ça qu'on présente la tâche qu'ils ont à faire classique. On initialise, bon, c'est classique, on passe par adresse parce que c'est le même. On passe le nombre d'itérations pour chacun parce qu'on a créé une petite macro pour ça rapidement. Je voulais faire ça pour que ce soit très simple dans l'exemple. On a bien compris. On crée nos fils d'exécution, comme on l'a vu dès le premier exemple de cette vidéo. On les crée. Maintenant, tout ça, vous avez bien compris, c'est toujours le même principe. Ils vont compter, c'est leur rôle, c'est leur fonction. Et à la fin, ils s'attendent, parce que oui, il faut que tout le monde ait fini de faire son traitement avant de terminer le programme. Et on n'a pas besoin du résultat que ça renvoie, donc on passe un null pointer classique. Voyons maintenant effectivement leur rôle, leur travail à faire. Ok, j'ai pas besoin d'expliquer tout ça maintenant. Pour le nombre d'itérations qu'ils ont à faire, on augmente le compteur de 1. Simple. Encore une fois, si là, ce que je viens de vous expliquer, vous ne le comprenez pas, alors déjà, si vous êtes allé un peu vite sur cette vidéo, vous allez sauter des passages, il ne faut pas faire ça. Et aussi, pour tout le reste, c'est qu'il y a des vidéos qui ne sont pas encore bien assimilées sur d'autres épisodes. Donc n'hésitez pas à revenir dessus. Si vraiment vous commencez à bloquer, on arrive sur la fin du cours de toute façon. Donc si vous avez des lacunes sur certaines notions, il ne faut pas hésiter à revenir sur des anciens épisodes, à poser des questions dans les commentaires. Je précise, pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous par la suite. Et terminé. Ok, c'est très simple. Donc là, on a cet exemple-là, classique. On utilise nos fils d'exécution, mais pas de verrou, rien du tout. Aucun verrou, comme tout à l'heure avec le système au niveau du solde bancaire. Zéro verrou, on se dit que tout va bien se passer de toute façon, que c'est géré entre différents threads, donc normalement, il n'y a pas de problème. Et on va lancer l'exécution. Alors pareil, ça va dépendre de ce qui se passe. Voilà, déjà, on voit qu'il y a un problème, effectivement. C'est aussi pour ça que j'avais mis beaucoup d'itérations, parce que bien sûr, plus on va en mettre, et plus on va voir le problème qu'il y a.
Voilà, on aurait dû obtenir un compteur qui était arrivé à 5 millions, parce que je rappelle qu'il y avait 1 million d'itérations fois 5 pour le nombre de threads, c'est ça. Donc à la fin, le compteur, il a dû être mis à jour 5 millions de fois, donc incrémenté 5 millions de fois en partant de zéro. Donc on aurait dû avoir normalement la bonne valeur. Et là, bah, ouais, le problème, c'est que bah, c'est pas bon. On voit bien qu'en fait, il y a eu plein de fois où des fils d'exécution ont voulu accéder à la même donnée au même moment. Forcément, ils vont très vite. Hein, pour incrémenter, ça va très vite. Et donc, bah, il y a des moments où l'incrémentation, elle s'est pas faite. Voilà, il y en a, c'est passé à la trappe. Et au lieu de se retrouver à 5 millions au compteur, on est à 1 337 917 par exemple. Et d'autres fois, bah, on est à d'autres. Vous voyez, les valeurs changent tout le temps. Donc là, à ce stade, on se rend vraiment compte de toute la quantité d'informations qu'on a perdues. Là, c'est vraiment catastrophique hein, en termes d'exécution. Là, c'est pas possible. Là, on voit bien que le nombre d'incrémentations, c'est pas bon. Je prends un exemple, hein, en plus, un exemple quand même qui est bien parlant. Imaginez le nombre de vues hein, sur une vidéo YouTube. Si c'était fait comme ça, voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un utilisateur qui regarde votre vidéo, normalement, ça compte. Alors, quand c'est une vue qui est validée, bien sûr, ça incrémente de 1. Et bien, si on met pas de verrou à un moment donné, et ben voilà comment se passerait le comptage de vues sur YouTube. Vous imaginez bien que ça poserait d'énormes problèmes, sachant que la rémunération est quand même basée en partie sur cela. Donc heureusement que les choses sont faites quand même de manière un peu plus correcte. Donc c'est ce que nous allons voir, mais sans passer par les mutex, mais en passant par des opérations atomiques, tout simplement. Donc le principe est très simple. C'est aussi pour ça que je voulais faire un exemple avant-après, c'est parce que le changement se fait assez rapidement. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas énormément de choses à changer. C'est globalement changer des types qu'on connaît du C par leur type équivalent atomique et changer des fonctions classiques ou des opérations classiques par des fonctions qui font des opérations atomiques. Donc là, premier exemple, on avait un pointeur sur entier, là on fait un pointeur sur le type atomique des entiers, simplement. Ouais, petit changement rapide. Ici, ce que je vous ai dit, on n'a pas de traitement à faire tel quel, sinon on se retrouve au même problème que tout à l'heure. On n'est pas en train de faire une opération atomique, ça va pas, alors qu'en faisant ça, nous l'avons. L'avantage, comprenez, c'est que là, tous les systèmes de verrou, déjà, vont être beaucoup plus optimisés, beaucoup plus performants et sont gérés par le langage. Vous voyez, là, c'est le langage qui va gérer tout ça. Ce n'est plus à nous de mettre en place manuellement les verrous et avec des choses un peu lourdes. Là, ce sont toutes ces opérations qui le garantissent de le faire à notre place. Donc, c'est beaucoup plus confortable et ça va permettre de faire des traitements plus rapides. Et globalement, fetch add, je l'ai indiqué ici, normalement, voilà. Vous voyez que ça passe l'objet en question, donc évidemment de plusieurs types différents, et l'argument, donc là, c'est de lui dire tu incrémentes, donc l'objet en question, c'est ça, c'est mon compteur, et l'opération que tu fais, puisque c'est un ajout, tu ajoutes 1. Voilà, donc incrémenter 1, c'est exactement cela, tout simplement. Donc le calcul est simple. Ici, le compteur, ce n'est plus un entier non plus, c'est un atomic int, puisque c'est le type atomique équivalent, classique, et je pense qu'on est bon. Voilà, globalement, on est bon. À la fin, ce que je fais, ce que je faisais, c'est ça que je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc en fait, je faisais la différence. Donc ça, c'est ce qu'on est censé obtenir théoriquement, la valeur qu'on attend, et la valeur obtenue. Tout à l'heure, comme on avait indiqué le compteur directement, on a vu que ça posait problème. Il y avait des accès concurrents, donc ça n'a pas du tout incrémenté comme il faut. Maintenant, je remplace juste tel quel, et j'utilise ça, attention, parce que même le simple affichage d'une variable, pareil, quand on travaille avec des données atomiques, vous voyez, on ne le fait pas bêtement tel quel. Il faut passer par la fonction atomic load, c'est elle qui va vous permettre de le faire proprement. Donc vous voyez, il y a une petite différence quand même, mais globalement, vous avez remarqué, à chaque fois, on change une instruction par une autre, en mettant un équivalent atomique, et ça fonctionne tel quel, de manière transparente. Il n'y a pas de problème. Donc je vérifie que j'ai pas oublié de décommenter quelque chose, de changer quelque chose, normalement c'est bon. Ok, et là, sans surprise, vous allez voir l'exécution. On est bon. Et là, on sera bon dans tous les cas, on a la garantie, grâce au standard, en tout cas, si le langage est bien conçu, évidemment, mais là, normalement, selon la documentation, il n'y a pas de souci. On est sûr que le compteur est arrivé comme il faut. Et peu importe ce qui se passe derrière. Si je rajoute, ça va peut-être faire un peu beaucoup, mais que j'en mets 8, et puis que je dis maintenant vous avez 2 millions ou autre, voilà, 2 millions x 8, hop, on change, s'il n'y a pas de débordement, normalement, voilà, on est bien à 16 millions, donc le compteur est OK par rapport à la valeur qu'on est censé obtenir. Donc vraiment, ça c'est très très pratique, les opérations comme ça, les opérateurs ou les fonctions atomiques, pour pouvoir faire vraiment, mettre en place des verrous, mais sur des traitements très rapides, très simples, comme une simple addition, une simple soustraction, comme je vous le disais, un simple échange de valeurs. Bref, des choses qui doivent être rapides, donc pas besoin de mettre de mutex en place, qui seront quand même beaucoup plus coûteux pour ça. On termine avec ça. Alors, avant de passer aux exemples de code classiques sur Linux, mais vous allez voir que c'est un peu particulier concernant le noyau Linux pour le coup. Si je résume un petit peu tout ce qu'il y a à connaître, parce que ça fait beaucoup d'informations, d'accord? Même si j'avais déjà écrit le code et que j'ai pris quand même presque, oui, même plus d'une heure pour vous commenter un peu tout ça. Globalement, si je dois vous donner quelques recommandations, ce qu'il faut retenir aussi de tout ça, ça va être très simple. Déjà, il faut minimiser, vous l'avez vu tout à l'heure, les données qui sont partagées. Ok, donc quand on a des données qui sont à partager entre différents fils d'exécution, on minimise au maximum. C'est-à-dire que si
Une donnée ne sert qu'à un seul fil d'exécution pour son traitement à lui, ne partagez pas cette information, d'accord? Laissez-la pour lui. C'est pour ça que parfois dans certaines structures, alors non pas ici mais d'autres, je mettais pas de pointeur. Voilà, juste, voilà, par exemple si ça c'est ça, là chaque thread d'exécution, il a son propre montant, ça sert à rien de partager ces données. Parce que qui dit partage de données dit besoin de synchroniser ces données, d'accord? Il va falloir une synchronisation. Et c'est la synchronisation qui pose problème ensuite, qui nécessite de mettre des verrous, de plein de choses en place. Donc tout ce qui n'a pas à être partagé, ne le partagez pas en fait. Je sais pas, c'est aussi simple que ça. Ne le partagez pas et partagez que le strict minimum par rapport aux données. Donc, il faut vraiment penser à ça. Autre exemple aussi, il faut bien sûr protéger, bon maintenant vous l'avez compris, tout ce qui est accès aux données. Voilà, tout ce qui va être en fait des données partagées, donc là on essaie d'en minimiser, d'en avoir le moins possible, vous faites en sorte de les protéger. Sinon il se passe ce que vous avez vu, c'est-à-dire que sans verrou, eh bien on se retrouve avec des calculs qui ne sont pas bons parce que nous avons les fameux data race, donc des accès concurrents, des accès compétitifs, il y a plusieurs manières en français de le dire, ce qui fait que deux fils d'exécution ou plus essayent d'accéder ou de modifier la même information au même moment et on imagine bien la catastrophe que c'est derrière. Donc ça, c'est vraiment un autre conseil que je peux donner. Autre chose, bien sûr, je ne l'ai pas forcément mentionné parce que c'est assez logique d'une certaine manière, on le déduit assez vite, mais c'est bien de le dire. Éviter ce qu'on va appeler les deadlocks, les fameuses impasses. L'impasse, par exemple, c'est de se dire qu'on a un fil d'exécution A qui va attendre le verrou B, et par exemple, le fil d'exécution B qui va attendre le verrou A, d'accord? Donc thread A attend mutex B, thread B attend mutex A, d'accord? Et là, on a quelque chose qui est circulaire. Chacun s'attend mutuellement, donc on imagine bien si tout le monde attend, on n'avance pas. Imaginez deux voitures en pleine circulation, d'accord, qui par exemple ont une priorité à gérer. La voiture A laisse la priorité à la voiture B, mais la voiture B laisse la priorité à la voiture A. Si personne se décide à un moment donné à dire bon, je passe, merci, eh bien les deux voitures vont rester bloquées très très longtemps et on ne va pas sortir de ce blocage finalement, de cette situation de blocage. Donc il faut faire attention à tout ça et c'est pour ça qu'il faut toujours acquérir les verrous, donc les mutex, dans le même ordre, d'accord? A, B, et pas un coup A et B et un coup B et A. Si vous respectez l'ordre, normalement, il n'y aura pas de problème d'impasse à ce niveau-là. Autre point, mais je l'ai déjà dit, mais bon, je le rappelle à ce que je dis, je fais un petit résumé rapide quand même pour la fin. Minimisez, raccourcissez le plus possible les sections critiques. D'accord? Chaque fois qu'on a eu besoin des verrous, on essaye de faire en sorte que la partie critique soit la plus courte possible. Vous voyez, tout ce qui n'en avait pas besoin de faire partie, ce que j'avais mis là par exemple au début, tout ça, ça n'a pas besoin d'être en fait verrouillé. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Ça n'a rien à faire dans ce qui doit être synchronisé. Donc on ne le met pas en fait entre le moment où on verrouille et le moment où on déverrouille. On le met en dehors. Donc tout ce qui peut être fait en dehors de votre partie critique qui est verrouillée, vous le mettez en dehors. Avant, après, peu importe. Et vous verrouillez vraiment que ce qui doit absolument l'être et ce qui peut effectivement poser problème. Vous faites ça et il n'y aura pas de problème. Et qu'est-ce que je peux dire? Les atomiques. Voilà, les atomiques aussi, on va revenir sur l'exemple que j'avais enlevé. Voilà, pareil. Donc voilà, tout simplement, choisissez des atomiques. Simplement, fonction atomique, vous en avez plein, les types atomiques, au lieu des mutex, quand vous voulez réaliser des opérations qui sont simples. Voilà, c'est assez logique de passer par ça. Donc, il faut que ce soit le premier réflexe, vraiment. Quand vous avez une simple addition truc, ou soustraction, vous dites, ah, là, je comprends que, voilà, j'en déduis qu'il faut utiliser plutôt du type atomique plutôt que d'utiliser tout un verrou complet, manuel, à gérer moi-même, qui serait peut-être un peu plus lourd, un peu plus coûteux au niveau de mon programme. Et normalement, vous aurez donc comme ça résolu pas mal de cas, de problèmes, etc. concernant tout ça. Et ça termine, ça conclut un petit peu cette vidéo, vous voyez, sur la programmation concurrente. Donc, mine de rien, le langage C, qui est quand même un langage historique, comme vous l'avez vu, propose plein d'outils pour le faire. Et comme d'habitude, je le dis pas à chaque vidéo, mais n'hésitez pas à voir d'autres choses. Il y a certaines petites choses que j'ai pas forcément montrées, que je montrerai pas forcément, peut-être dans des tutos, ça dépend, en fonction. Mais n'ayez jamais peur d'aller parcourir les documentations pour voir d'autres petites choses que j'ai pas forcément abordées parce qu'il y a plein d'autres éléments, notamment ça, j'ai pensé à Atomic Flag, qui peut être bien pratique, que j'aurais pu aborder aussi, mais bon, il y avait déjà bien assez à faire. Donc si vous voulez regarder quelque chose, je vous conseille de regarder un petit peu tout ça. Ça peut être intéressant aussi, voilà, de voir un petit peu tous ces détails-là. Et même là, je pense que dans l'eau, on a vu quand même beaucoup de choses, à part ça, effectivement, les threads locaux, on les a pas abordés non plus, parce que ça fait beaucoup d'éléments, et que, globalement, si vous avez compris le principe avec l'un, vous avez compris le principe très vite avec l'autre. Mais pareil, si vous voulez regarder d'autres choses, je vous invite à aller regarder un petit peu de ce côté-là aussi. Il y a pas mal d'éléments intéressants à connaître également. Et oui, les petites erreurs, elles sont là, les fameux états d'erreur. Donc, c'est pour ça que souvent, comme ça peut renvoyer cette erreur-là ou cette erreur-là, ou même celle-ci et celle-ci, le plus simple pour gérer les erreurs, vous faites en sorte que, hop, si c'est différent de ça, c'est qu'il y a eu un problème, un de ces quatre-là, ou même plusieurs. Et au moins, vous savez que c'est géré dans tous les cas. Et il n'y a pas de souci particulier.
On termine avec les exemples de code. Particularité concernant le noyau Linux. Le noyau Linux, vous savez, c'est beaucoup de fonctionnalités de la bibliothèque un standard du C utilisent par exemple certains appels système, forcément. Et donc certains appels système, notamment aussi de Linux. Donc on se doute bien que ça aurait créé une dépendance si on avait besoin de faire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un langage qui nécessite d'utiliser des appels système d'un noyau si c'est le code du noyau. Vous voyez, le noyau, tant qu'il n'existe pas, il ne peut pas essayer d'appeler des appels système de lui-même. Il n'existe pas au moment où on écrivait son premier code. Donc forcément, le noyau Linux utilise d'autres outils, issus éventuellement d'autres systèmes, d'autres noyaux, ou peu importe, ou même GNU, au niveau de la bibliothèque de GNU notamment, pour certaines opérations. Donc je voulais quand même vous montrer les captures d'écran, ça n'a donc rien à voir avec ce qu'on a ici. On n'a pas les mêmes fonctions, encore une fois, du standard du C, puisque ça n'utilise pas ce standard au niveau du Linux, mais je voulais vous montrer quand même quelques exemples, on va dire, équivalents. Donc là, petit exemple pour les threads notamment. Voilà, donc on a le fameux K-thread. Alors je crois que ça vient de BSD, il me semble, si je dis pas de bêtises, globalement. Ou alors ça a été repris peut-être, inspiré ou autre. Et on a comme ça certains outils qui sont pris à partir de là. Donc on a un K-thread en fait create quelque part, avec des macros ou autres, qui permet de faire en fait ce qu'on ferait nous avec la bibliothèque du standard. Mais ici, comme le noyau ne peut pas se faire des appels système à lui-même au moment où il n'existe pas encore, forcément il fallait bien qu'il utilise d'autres outils existants. Donc on a des choses qui sont mises en place pour ça. Mais donc un petit équivalent que je voulais montrer un petit peu ici. Ça je voulais montrer, voilà, K-thread create. Alors on a pour CPU, on a aussi pour les nœuds. Non, on a la même, voilà, celle-ci je cherchais. K-thread create on node. Et pareil, donc il fait globalement un petit peu ça en fait, qui va créer différents fils d'exécution avec d'autres fonctions, mais qui fait un peu le même travail que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, même au niveau accès noyau. Cet exemple-là, voilà, mutex. Donc pareil, pour les verrous, pareil, on a des cas particuliers, parce que même chose, on ne peut pas utiliser les mutex de la bibliothèque du langage C, parce qu'elle ferait des appels système au noyau Linux, et il ne peut pas s'appeler lui-même, voilà, ça serait bizarre. Donc évidemment, ils avaient dû mettre des choses en place aussi. Donc pareil, on a plein d'outils en fonction pour faire tout ça. Ensuite, j'ai fait la même capture d'écran. Ah mince, par contre ça j'ai dû, dommage. Bon, il manquera peut-être une capture d'écran, j'avais dû remplacer un fichier qui n'était pas bon. Mais c'est pas grave. Donc on a quoi d'autre ici? Je voulais voir un petit peu, oui, wait. Donc là c'est un petit peu l'équivalent des variables de condition, globalement. On faisait un arrêt, en fait, le temps d'avoir une condition satisfaite, donc ceci. Donc voilà, c'est un peu un équivalent qui est pas mal aussi utilisé. Et en dernier exemple, les fameuses valeurs atomiques, donc pareil. Alors je crois, il me semble que ça, si j'ai pas de bêtises, que nous, rappelez-vous, on avait choisi une certaine version du noyau Linux pour s'accorder en fait un petit peu sur les exemples de code source que je vous montre. Mais je crois que sur les exemples plus récents du noyau, ils utilisent maintenant, parce que forcément, maintenant que le noyau a pu être produit, ils peuvent réutiliser certaines choses. Et je crois qu'ils utilisent certains types atomiques de la bibliothèque, ou alors en tout cas, ils ont créé des types très similaires à ce qu'on va retrouver dans le standard à vérifier. Donc il me semble que maintenant vous pourriez rencontrer vraiment voilà, de ce genre de fonction, par exemple, précisément dans le noyau Linux. Ce qui n'était pas le cas en tout cas sur cette version à l'époque. Parce que j'avais essayé de chercher via le moteur de recherche de GitHub, etc., pour voir si on trouvait. Et on trouvait justement pas ce genre de nom-là. Donc on a d'autres cas. Donc on a notamment ce fichier. Alors il y en a d'autres, il n'y a pas que celui-ci, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Mais on a comme ça certains types qui sont créés voilà, bien à eux, qui sont propres vraiment au noyau Linux, mais je veux dire, c'est similaire, c'est assez similaire à ce qu'on retrouve maintenant dans la bibliothèque standard, voilà, qui sont des types particuliers, mais ça ressemble un petit peu à ça. Donc on peut retrouver ce genre de choses. Donc là, par exemple, on a visiblement des valeurs qui sont comparées et ensuite, vous voyez, qui sont échangées, donc swap. Donc ça peut faire penser au fameux atomic swap qu'on avait ici, qui est ici, voilà, le exchange, qui ferait globalement cette même chose. Donc on peut retrouver comme ça des similitudes entre tout ça. Voilà, ça je voulais vous montrer quand même. J'avais dit même si on n'allait pas retrouver forcément les mêmes appels de fonction de manière tout à fait logique à l'évidence dans Neo Linux, je voulais quand même montrer que même ce système-là avait utilisé des équivalents parce que ces outils sont nécessaires, voilà, pour un projet surtout aussi important qu'un noyau qui ensuite est intégré dans des systèmes d'exploitation que vous utilisez même peut-être parmi vous, certains d'entre vous, tous les jours au quotidien. Il y a de fortes chances, c'est même de toute façon évidemment une certitude que tous vos systèmes, même Windows, macOS, peu importe Android, iOS, etc., utilisent bien sûr des fils d'exécution, des mutex, des opérations atomiques dans beaucoup de leurs traitements. Donc c'est absolument nécessaire. Et c'est pour ça, puisque c'est proposé par le standard du langage C, que je tenais à faire tout un épisode sur le sujet. Ça me semblait totalement pertinent, en tout cas pour arriver à la fin de ce cours.
on s'arrête ici. Sachez que le prochain épisode est le dernier du cours, avant bien sûr l'épisode de conclusion habituel que je fais toujours pour signaler la fin d'une playlist sur la chaîne, quand c'est une playlist en tout cas de cours. Mais on termine ensuite le dernier épisode avec ce qu'on a... Alors, la généricité, c'est un grand mot, vous allez voir, de toute façon, je vais vous donner toutes les explications, parce que ce sera finalement la dernière attention problématique, voilà, nouvelle problématique dans ce langage. Mais on va comme ça conclure un petit peu, terminer cette playlist avec ce qu'on peut appeler grossièrement la généricité en langage C, pour terminer un petit peu tout ce qu'on a vu là. Et là, vous aurez, je vous le dis, un cours quand même relativement très complet sur ce langage, et avec largement de quoi faire pour l'utiliser, soit pour des nouveaux projets, même si c'est quand même plus rare. Après, vous avez le droit d'aimer le langage et vouloir repartir sur des nouveaux projets dans celui-ci, c'est votre droit et il n'y a rien qui vous l'interdit. Ou alors de faire de la maintenance de code ou de travailler sur des systèmes embarqués. Et dans ce cas-là, vous aurez vraiment un bon bagage pour vous servir et pour pouvoir en continuer d'aller plus loin encore. Et tout ça, on en parlera un peu plus en détail sur l'épisode de conclusion. Je vous dis à bientôt pour la suite. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, à partager, mettre un j'aime, vous abonner si ce n'est pas fait, et à revoir aussi éventuellement d'autres épisodes si vous bloquez sur certaines choses. Parce que je pense que maintenant vous comprenez bien aussi, surtout à ce stade, maintenant comme on arrive à la fin, de tout ce que l'on a vu précédemment et qui nous sert, voilà, qui a besoin vraiment d'être assimilé. Parce qu'on accumule vraiment beaucoup de notions, beaucoup de concepts qu'on a vus au cours des épisodes. Donc il faut que vous soyez à l'aise un petit peu avec tout ça si vous voulez pas être complètement perdu pour terminer cette playlist. Je vous dis à bientôt et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.